À la une, jour de vote en Gambie, Adama Barrow, le président sortant, est candidat à sa succession aux côtés de 5 autres prétendants. Scrutin test pour une démocratie fragile placée sous le signe de l'économie et de la crise sanitaire. Les bureaux de vote viennent d'ouvrir. Nous serons sur place avec notre envoyé spécial dès le début de cette édition. À la une également, Emmanuel Macron en Arabie Saoudite, seconde étape d'une tournée express du président français dans le Golfe, première visite également d'un chef d'État occidental d'envergure dans la monarchie pétrolière après l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Enfin, l'inquiétude toujours face à la nouvelle vague de l'épidémie de Covid. Le variant Omicron, lui, poursuit sa propagation. 38 pays ont recensé des cas positifs, pas de décès pour l'instant, mais le FMI pourrait déjà revoir ses prévisions de croissance à la baisse. Bonjour à tous et merci à vous de nous rejoindre sur France 24. On débute donc cette édition, je vous le disais, avec un scrutin. Les Gambiens sont appelés aux urnes ce samedi pour élire leur président. Adama Barrow est candidat à sa succession, donc face à 5 autres prétendants dans ce petit État d'Afrique de l'Ouest, pays marqué également par 20 ans de dictature de Yahya Jammeh. Pour en apprendre plus, on prend tout de suite la direction de Banjul, la capitale où nous attend notre envoyé spécial, Sarah Sacco. Bonjour Sarah. Sarah, les bureaux de vote, je le disais, viennent d'ouvrir il y a quelques minutes. Vous êtes sur place, non loin de l'un d'entre eux. Quelle est l'ambiance sur place, Sarah ? Alors, le bureau de vote dans lequel je me trouve va bientôt ouvrir dans quelques minutes. Je me trouve à Koloté, c'est dans le quartier de la grande commune de Serekunda, de Banjul. Et ici, l'ambiance est très calme et presque studieuse, je dirais. Les membres du bureau de vote, avec les représentants des partis politiques et même des observateurs, sont en train de terminer de sceller les barils. Alors, vous savez, ici, il y a un système de vote unique au monde. En fait, chaque candidat a un baril à son effigie. Et puis, les électeurs vont avoir une bille qu'ils vont glisser dans l'urne de leur choix. C'est comme cela que ça se passe ici. Et donc la préparation consiste en fait à sceller les barils devant tout le monde, vérifier bien qu'ils sont vides et également mettre du sable dedans pour éviter que les billes qui seront glissées ne fassent trop de bruit. Et pour la petite histoire, sachez que les vélos sont interdits à moins de 100 mètres du bureau de vote pour que la sonnette des vélos en fait n'imite pas la sonnette du bruit que fait la bille quand elle est glissée dans l'urne. Voilà. Je vous le disais, l'ambiance est très calme et je dirais qu'il y a énormément de monde en fait. Dès 7 h du matin, il y avait la foule devant cette école qui a été transformée en bureau de vote. Les gens sont venus vraiment nombreux et très motivés pour accomplir leur devoir citoyen. Ambiance studieuse et du monde donc devant le bureau de vote, on l'aura compris. Sarah, qu'attendent les Gambiens de ce premier scrutin ouvert, il faut bien le dire, à l'issue bien incertaine, hein. Écoutez, quand on pose la question aux Gambiens, en général, ils éclatent de rire et ils disent on attend tant de choses de cette élection. En fait, il y a beaucoup, vraiment beaucoup, presque tout est à faire dans le pays. Alors, ce qui les préoccupe quand on parle à la jeunesse, c'est vraiment l'emploi des jeunes. Il n'y a pas de travail, c'est vraiment ce qui revient le plus souvent. On parle également beaucoup d'électricité, d'infrastructures, l'éducation, le système de santé. Vraiment, les attentes des Gambiens sont immenses pour ce premier scrutin à l'issue incertaine. Vous l'avez dit, Adama Barrow affronte 5 candidats dans les urnes, dont l'opposant historique, son ancien mentor et allié, Ousseynou Dabo. Et selon tous les observateurs, on s'achemine vers un duel entre les deux hommes, un duel aux allures de revanche donc. Merci beaucoup Sarah Sacco, envoyée spéciale donc à Banjul en Gambie. Dans l'actualité également, ne lui parlez pas de réhabilitation mais d'un dialogue nécessaire. Emmanuel Macron est en Arabie Saoudite ce samedi, dernière étape d'une tournée express dans le Golfe après le Qatar et les Émirats arabes unis. Le président français rencontrera donc le prince héritier Mohammed Ben Salman, premier chef d'État occidental d'envergure à faire le déplacement, surtout depuis l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Les enjeux complets de cette visite avec Cécile Galluccio. La paix, la stabilité et la lutte contre le terrorisme. C'est l'un des volets importants de la rencontre entre le président français et le prince héritier saoudien. Et sur ce point, l'Élysée considère le royaume comme un interlocuteur utile et veut jouer le rôle d'équilibriste entre tous les acteurs. Il devrait donc être question de la Libye, du nucléaire iranien, de l'Irak et du Liban. Qui peut penser une seule seconde qu'on aide le Liban, qu'on préserve la paix et la stabilité au Moyen-Orient, qu'on œuvre si on dit on ne parle plus à l'Arabie Saoudite ?
le pays le plus peuplé et le plus important du Golfe. Nous sommes une grande nation qui doit œuvrer dans le concert des nations, et c'est cela de tout temps. Cette visite, c'est aussi un marché juteux pour Paris. L'occasion de signer de gros contrats d'armement. En 2020, l'Arabie saoudite est devenue le premier client de la France dans cette industrie. Un partenariat appelé à grandir, c'est en tout cas le souhait de Paris. Le moment est opportun. Emmanuel Macron pourrait bien profiter du froid qui s'est installé entre l'administration américaine et la couronne saoudienne. Mais cette visite est à double tranchant. Elle embarrasse l'Hexagone en matière de droits de l'homme. Les ventes d'armes et la protection par la France de partenariats militaires problématiques au nom de la lutte antiterroriste et au prix des droits humains resteront une tâche sur le bilan diplomatique d'Emmanuel Macron. Ces dernières années, plusieurs ONG dénoncent l'utilisation d'armes françaises dans le conflit au Yémen, où l'Arabie saoudite et ses alliés sont impliqués. Là encore, Emmanuel Macron se défend. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des partenaires exigeants, ça ne veut pas dire que je cautionne, ça ne veut pas dire que j'oublie. Une allusion à peine voilée au meurtre de Jamal Khashoggi, assassiné par des hommes de main venus de Riyad. Samedi, le président français deviendra le premier dirigeant occidental d'envergure à renouer officiellement avec MBS depuis la mort du journaliste. Et la France, justement, de son côté, a annoncé une opération d'évacuation d'ampleur. 258 Afghans ont ainsi été exfiltrés de leur pays, tous menacés pour leurs engagements, ont pris la direction de Doha au Qatar. Parmi eux, des journalistes, mais aussi du personnel de recrutement des armées. Ils seront prochainement rapatriés en France. On en vient à présent à cette double inquiétude sanitaire. Inquiétude face au rebond épidémique de l'épidémie de Covid d'un côté, plusieurs milliers de nouveaux cas quotidiens en France notamment, et inquiétude aussi d'un autre côté face à la diffusion du variant Omicron. Ce dernier est aujourd'hui détecté dans 38 pays. Cyrine Bay pour les détails. Il est aujourd'hui présent dans des dizaines de pays et il se propage à une vitesse fulgurante. Le variant Omicron, détecté pour la première fois vers la mi-novembre en Afrique du Sud, inquiète le monde entier. Si jusqu'ici il n'a pas été mortel, les scientifiques s'accordent à dire qu'il est extrêmement contagieux. Et selon beaucoup d'entre eux, l'unique solution, c'est la vaccination. The scientific community has warned the international community in several occasions about the risk of having new variants in the places where there is a low rate of vaccinations. L'Australie, l'Espagne, la Tunisie ou encore le Mexique ont annoncé leur premier cas de contamination au variant Omicron ce vendredi. En tout, dans l'espace économique européen, une centaine de cas ont été recensés. Ce qui a poussé des pays comme l'Allemagne, la Grèce et l'Irlande à prendre de nouvelles mesures de restriction. Pour contrer ce nouveau variant, les laboratoires pharmaceutiques Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson ont élaboré plusieurs plans. One is to rev up the production of the vaccines that they already have. The next is to make, for example, a bivalent, where you have a vaccine against both the ancestral strain and the new variant. And the other is to make a variant-specific boost. En Afrique du Sud, le variant Omicron est déjà dominant. Et la directrice générale du FMI a prévenu, il devrait entraîner une baisse de la croissance mondiale. Et la France, je vous le disais, constate une forte reprise épidémique. Un conseil de défense sanitaire se tiendra d'ailleurs, ce sera ce lundi. De nouvelles restrictions seront-elles adoptées en Europe? En tout cas, certains ont déjà sauté le pas, comme la Belgique ou l'Irlande. Tour d'horizon de la situation sanitaire sur le continent avec nos confrères de France 2. Des hôpitaux au bord de la saturation. En Belgique, plus de 800 personnes sont désormais en soins intensifs, autant que pendant la seconde vague. Et ce sont désormais les enfants qui transmettent le plus le virus. Les vacances scolaires sont donc avancées. Elles débuteront le 17 décembre au lieu du 24. Mais certains Belges estiment qu'il aurait fallu fermer les écoles dès maintenant. Je suis en stage dans une école et toutes les semaines, on a de nouveaux enfants qui sont malades. Et donc c'est un cercle vicieux en fait. Il faut couper et pour moi, attendre une semaine avant les vacances, ça n'a pas grand intérêt. Ça aurait dû être fait bien plus tôt. Ils sont déjà en retard de guerre, je dirais. En Allemagne, une image frappe les esprits. En Bavière, le personnel de cet hôpital éclaire désormais en rouge les chambres qui accueillent des patients Covid en soins intensifs. Les unités sont quasi pleines et le pays durcit la vis contre les personnes non vaccinées. Un peu plus au nord, en Norvège, tous les regards sont désormais tournés vers ce café.
120 collègues de travail y ont fêté Noël avant l'heure. Plus de la moitié ont été testés positifs, dont au moins une dizaine au variant Omicron. Tous avaient été vaccinés, de quoi inquiéter les autorités. Nous regardons actuellement si ce variant cause des formes de maladies plus sévères ou pas. Nous ne le savons pas encore, ni si les vaccins sont toujours efficaces contre ce nouveau variant. Le port du masque est redevenu obligatoire dans tous les lieux publics d'Oslo. En Suisse, enfin, le pays a décidé de lever les quarantaines à l'arrivée pour tenter de sauver sa saison touristique. Les voyageurs devront en revanche se faire tester à 2 reprises. Le port du masque va également être élargi. Aux Antilles françaises, à présent, la crise sociale, elle, semble s'apaiser. En Guadeloupe et en Martinique, de nombreux blocages ont ainsi été levés. Apaisement qui intervient après une rencontre entre les élus locaux et les membres du collectif de lutte, c'est son nom, préalable à d'éventuelles négociations futures, peut-être avec les syndicats notamment. Allez, un mot de culture avant de refermer cette édition avec du théâtre. La comédie musicale Les Producteurs arrive à Paris. Cette pièce a succès majeur à Broadway depuis sa création, c'était il y a 20 ans, et bien sûr a mise en scène dans l'Hexagone par une figure du théâtre français, Alexis Michalik. L'auteur de la pièce Edmond a relevé le défi. Nos confrères de France 3 pour les détails. Dans Les Producteurs, tout se passe exactement comme à Broadway. À un détail près. Il est question d'un flop monté de toutes pièces par un producteur ruiné et un comptable minable avec à la clé une grosse escroquerie. 1. On trouve la pire pièce jamais écrite. 2. On engage le pire metteur en scène de toute la ville. 3. On lève 2 millions de dollars. Leur pièce sera une ode à Hitler, écrite par ce nazi réfugié à New York. La lumière. Leur metteur en scène, ce personnage déjanté et homosexuel. Oh, bien sûr que non, ce n'est pas pour moi. Franchement, Max, la Seconde Guerre mondiale, mais c'est plombant. C'est un rôle d'un personnage qui est complètement entier dans sa démarche, mais qui en même temps est tellement à côté de la plaque qu'il en est très mauvais. Une histoire burlesque à souhait née de la folle imagination de Mel Brooks. En 67, le réalisateur juif new-yorkais met en scène dans son film un Hitler maniéré et un ballet de nazis empailletés, scénario qu'il adaptera lui-même en comédie musicale. Au nom du rire, Mel Brooks ose toutes les transgressions. Je remercie Hitler d'être un gars aussi drôle sur scène. Mel Brooks, il a écrit ça en 67, je crois, 20 ans après la Seconde Guerre mondiale. C'est incroyable et c'est tellement encore actuel. Et on se marre, c'est un bonheur à jouer, mais sans nom. Un texte retravaillé dans les moindres détails, pour s'adapter au public français. En ce temps-là, j'étais jeune, j'étais gay, G.A.I. Avec, pour la première fois aux manettes d'une comédie musicale, le metteur en scène à succès, Alexis Michalik. C'est justement par la comédie que j'espère attirer un public qui, a priori, n'est pas forcément intéressé par une comédie musicale, mais qui peut venir parce qu'on lui dit c'est très drôle. Vas-y, c'est très drôle. Jusqu'ici, cette histoire de bide théâtrale a triomphé partout. Elle arrive pour la première fois en France. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24, évidemment.